d'une semaine en raison d'une vidéo diversement interprétée sur Internet et dans les chaumières et même sous les lambris dorés. Lui, c'est Vincent Sosthène Fouda, homme politique, analyste, chouchou des médias d'ici et candidat à la candidature à la présidentielle de 2011. L'incident qui a provoqué sarcasme et étonnement cette semaine a-t-il produit un effet sur ses ambitions politiques? C'est la toile de fond de l'entretien de ce soir. Bienvenue à tous. Sosthène Vincent Fouda, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Rodrigue Tongué. Bienvenue chez nous. Merci de m'avoir invité. Alors, comment vous allez? Comment vous vous sentez? Je vais très bien. Je ne suis pas comme le soldat Ryan qu'il faut sauver à tout prix. J'ai accepté votre invitation parce que je crois que la nation camerounaise a besoin d'entendre ma voix. La nation camerounaise a besoin d'un souffle nouveau. Et quand on a l'impression que le crayon est cassé, il faut rassurer. Je suis venu pour rassurer, pour expliquer et poser des questions. Alors, si je vous indique cette date, le 15 novembre 2017, est-ce que quelque chose a changé dans votre vie après le 15 novembre 2017? Non. Rien n'a véritablement changé dans ma vie. Parce que si vous parlez de cette date du 15 novembre, ça signifie que vous n'êtes pas au cœur de l'actualité. Cette vidéo, puisque nous en parlerons, date du 24 octobre. Mais a été diffusée, largement diffusée le 15 novembre. Non, elle a été diffusée dès le 24. J'en ai eu connaissance par les responsables politiques d'un parti pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est-à-dire le Social-Démocratique Front. Ils m'ont envoyé cette vidéo et immédiatement, j'ai saisi les autorités de ce pays. Je suis allé à la police judiciaire, j'ai déposé une plainte et la police a commencé à mener ses enquêtes. Et comme si cela ne suffisait pas, on a voulu pousser le bouchon un tout petit peu plus loin. Parce que ce qu'il faut, c'est avoir la tête de Vincent Sosthène Fouda avec différentes interprétations. Alors, je reviens sur la date du 15 novembre 2017. C'est la date à laquelle vous avez produit ce communiqué, signalant que des malfrats sont introduits chez vous. Alors, sur les réseaux sociaux, il y en a qui estiment que quand un malfrat s'introduit dans votre maison, vous ne le tutoyez pas, vous ne lui dites pas qu'on va savoir la vérité ce soir, tu as osé porter la main sur moi, n'est-ce pas? On a plutôt l'impression que c'était une discussion entre gens qui sont familiers. Ben, bien évidemment. Qu'est-ce que vous entendez par malfrat? Il faudrait qu'au niveau de la sémantique, nous soyons tous d'accord. Un malfrat, c'est celui qui vous agresse. Qu'il soit votre père, votre mère, votre fils, c'est un malfrat. Donc, ceux qui s'introduisent dans ma chambre sont bel et bien connus. Ce sont les enfants de mon épouse qu'elle a eue lors de son précédent mariage. Alors, la question que je voudrais d'entrée de jeu poser aux Camerounais est celle de savoir si, quand on rencontre une femme, on doit expulser ses enfants. Ne doit-on pas la prendre avec ses enfants et les élever comme s'ils étaient les nôtres, parce qu'ils le sont véritablement? Alors, bien évidemment, ces enfants, je les élève depuis une dizaine d'années. J'ai fait d'eux ce qu'ils sont devenus. Peut-être comme parent, j'ai échoué à faire d'eux des hommes responsables, respectueux des parents que nous sommes. Mais cette question, elle doit interroger la conscience de tous les Camerounais et surtout de toutes les Camerounaises. Parce que, bien évidemment, vous savez que ma formation théologique, philosophique, en sciences politiques, en sociologie, m'amène à apprécier tous les jours des situations comme celle-là. C'est-à-dire comment la famille, fondement même et base de notre société, se forme et se forge aujourd'hui. Alors, bien évidemment, je dis ce sont des malfrats qui sont bel et bien des enfants que j'ai élevés chez moi depuis une dizaine d'années. Ils se trouvent où en ce moment, ces malfrats?
il se trouve où il devrait être, c'est-à-dire à la direction de la police judiciaire. Depuis le 15, depuis le 24? Non, un peu plus avant. Un peu plus avant, à la direction de la police judiciaire. Sous quel statut? Ils sont en garde à vue? Ils doivent être présentés au procureur de la République. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Parce que si c'est depuis le 15 novembre tout au moins, on peut constater que les délais de garde à vue sont dépassés. Ce n'est pas à moi de répondre s'ils sont à la police judiciaire, ce n'est pas à moi de répondre. Ce n'est pas à moi de répondre à ces questions. Alors vous parlez de plusieurs enfants. Sur la vidéo, on voit un jeune homme. Et ça dit qu'il y a un autre jeune homme qu'on ne voit pas. Ben, bien évidemment, puisqu'il y a un qui filme. On sait au moins que c'est un autre jeune homme qui se filme, qui est aussi le fils de votre épouse. Oui. Et il y a une voix de femme qu'on entend, qui dit Sostène, ne bagarre pas avec les enfants. Oui, qui est aussi mon épouse. C'est votre épouse. Oui. Et la scène se déroule où? Dans mon domicile. Dans quel quartier? Où je vous ai reçu à plusieurs reprises, c'est-à-dire au quartier Fougerolles à Yaoundé. Mais je voudrais d'entame de jeu vous dire qu'il est nécessaire pour moi, parce que c'est ce que j'ai fait en m'engageant dans la vie politique, de dissocier les espaces privés et les espaces publics, selon les enseignements de mon maître Jürgen Habermas. Donc, je ne viens pas ici pour parler de ma vie privée, parce que tout un chacun en a une. Mais tout au moins faire des clarifications. Par contre, la question que je vais poser à la conscience nationale est celle de savoir comment une chaîne de télévision a pu s'introduire dans une chambre à coucher d'un citoyen camerounais et a diffusé en prime time à 10h du matin, à 20h30 et à 6h du matin, 6h30, des images de la nudité d'un homme. On reviendra c'est la question que je voudrais poser. Non, nous ne reviendrons pas, nous sommes dans le vif du sujet. C'est important que la conscience collective, et si notre société n'a plus de conscience, alors c'est le subconscient que j'interroge. Comment une chaîne de télévision dont le PDG est l'époux de l'avocat général de la Cour suprême de notre pays, protégé du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a pu s'introduire dans un domicile privé, dans la chambre d'un couple, a ramassé des images et les a diffusées. Des images qui se baladaient sur la toile? Non, pas des images qui se baladaient sur la toile. Moi, j'ai découvert ces images sur la toile. Non, c'est cette chaîne de télévision qui, vous savez quand même qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de remonter au terminal qui diffuse pour la première fois l'image. Alors aujourd'hui, j'ai suffisamment de preuves pour savoir que ces images-là ont été données à un certain nombre de responsables de la République, à un certain nombre de journalistes de la République par une chaîne de télévision que je ne voudrais pas nommer, mais que je dis. Puisque vous avez des preuves, il y a des instances compétentes qui vont être saisies certainement pour qui le sont déjà cette affaire. Par il y a le Conseil national de la collectif d'avocats dirigé par Maître Charles Nguini. Mais malheureusement, les codes déontologiques, vous le savez, vous avez une formation initiale en journalisme, les codes déontologiques nous empêchent, nous, à Canal 2, de nous épancher longuement sur la question de cette chaîne de télévision qui reste une consoeur, même si il y a des choses que vous notez. Ce n'est pas à vous que je m'adresse. Je m'adresse à la conscience des Camerounais. Mais vous êtes sur une autre antenne, vous savez bien, vous le savez. À la conscience vous le savez très bien, Vincent Sostène Fouda, les médecins ne s'étripent pas en public, les magistrats ne s'étripent pas en public, les avocats ne s'étripent pas en public, ils ne se dénigrent pas entre eux, nous ne pouvons pas. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Vous ne vous pardonnerez qu'on ne puisse pas s'épancher sur cette question précise. Je voudrais revenir à la vidéo Vincent Sostène Fouda. On a vu quelques minutes sur les réseaux sociaux, mais on voudrait bien savoir... 2 minutes et 8 secondes exactement. On voudrait bien savoir ce qui a précédé ces minutes-là. Quelle est la situation qui conduit vers la scène qu'on regarde sur les réseaux sociaux? Quand on élève des enfants, il peut arriver que ceux-ci commettent des erreurs. Donc, je sors de ma salle de bain et je surprends un de mes beaux-fils en train de fouiller dans mes affaires. Je l'attrape et je lui dis, je vais te présenter à la police. Parce que ce n'était pas la première fois, ce n'était pas la deuxième, ce n'était pas la troisième.
ce sont des enfants qui ont étudié dans ce pays, dont un certain nombre de chefs d'établissement peuvent en témoigner. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'une fois qu'il est attrapé, la main dans le sac, il porte la main sur moi. Et à partir de ce moment-là, je lui dis, je suis un partisan de la non-violence. Et je lui dis, mon cher ami, je vais te présenter aux autorités telles que tu es là parce que tu as posé un acte ignoble. Devrais-je vous rappeler qu'il est interdit, c'est condamné à 1 an et demi de prison pour violence sur ascendant. Donc, pour moi, je pense que ça s'arrête. Tout comme il n'y a pas de vol entre parents et descendants. Non, 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 il y a vol. Il n'y a pas de vol entre parents et enfants. Si. Il n'y a pas de vol entre conjoints. Non, il n'y a pas de vol entre conjoints. Entre père et fils, non. Entre grand-père et petit-fils, on va revoir nos... Vous allez revoir. En tout cas, les juristes qui nous regardent vont peut-être nous faire un message avant la fin. Non, à partir du moment où quelqu'un s'introduit chez vous, dans votre domicile, il franchit le domicile, il franchit votre salon, il longe un couloir, il s'introduit dans votre chambre, ce n'est plus un enfant. C'est un coup de vol. Et j'ai l'habitude de dire, quand on ment, on vole, et quand on vole, on tue. Voilà. Donc pour moi, c'était important de clarifier cette situation et de préciser, et c'est par là d'ailleurs que je sortirai de ce sujet, que ce qui se passe dans les domiciles privés, que ce soit au domicile d'un fou, que ce soit dans celui du pape, ça reste de l'ordre du privé. Et donc, vous autres médias, et Dieu seul sait que je sais ce que c'est que les médias, de mémoire de journaliste que vous êtes, M. Rodrigue Tongué, pouvez-vous me dire si une seule fois dans ce pays, vous avez vu de telles images? Maintenant, puisque vous ne voulez pas parler de ce sujet, je voudrais vous demander, et je pose la question à la conscience collective, comment on a pu déformer les faits? Comment vos confrères ont-ils pu déformer les faits jusqu'à ce niveau? Au point, justement, de me traiter de tous les noms, de l'amant de Monseigneur Bala, d'un homme pris en flagrant délit d'adultère par un amant dans un hôtel à Yaoundé. Comment, alors que les images ne sont pas muettes, cette volonté de détruire une personnalité, mais surtout une personne, devrais-je vous rappeler que chacun de mes enfants a reçu sur son téléphone ces images. Chacun de mes enfants, c'est-à-dire ceux qui ont, à partir de 10 ans, ont reçu ces images-là. Alors je voudrais ici rassurer ma progéniture. Moïcha, Aniela Maguilène, Chai-Rose, Ethan, Charmeline et tous les autres, que leur père est debout. Et je le suis pour le Cameroun. C'est libre que je me suis engagé à faire la politique. Mais pas une politique en dessous de la ceinture. Une politique noble qui s'occupe du bien-être des Camerounais. Alors, je voudrais bien cristalliser la haine de tous les médiocres de notre pays. Mais je voudrais dire, chevillé au corps, que je n'accepterai plus jamais ce genre de comportement dans notre pays. C'est ce qui justifie justement mon engagement en politique, pour que nous n'ayons plus ce type d'image dans notre pays, des images de voyous qui s'introduisent nuitamment pour plonger un évêque dans l'eau, pour diffuser les images d'intimité d'une personne, je dis bien une personne, pas une personnalité, d'une personne dans les médias et dans les réseaux sociaux. J'interroge la conscience collective et je prends la communauté nationale et internationale à témoin. Mais revenons sur les images. Permettez-nous de revenir sur ces images. On vous voit apparaître, excusez-moi, le mot peut être peut-être grave,
un bandit est rentré dans votre chambre, a voulu vous dépouiller de vos biens, mais vous apparaissez quand même dans votre plus simple appareil. C'est tout à fait normal. Devrais-je vous rappeler que la reine d'Angleterre a reçu un jour un voleur dans sa chambre. Elle était dans sa plus simple tenue. Elle le dit elle-même dans une interview. À moins qu'on me dise que nous devons, comme dans l'Antiquité, dormir habillés. Et ça, c'est l'Antiquité occidentale. Parce qu'en Afrique, nous dormions nus. Et il me semble que quand vous êtes dans votre chambre, vous êtes dans le plus simple appareil. Sauf si aujourd'hui, on veut transformer les chambres à coucher en espace public, ce qui n'est pas le cas pour moi. Mais maintenant, ceux qui ont choisi délibérément de diffuser ces images, je voudrais leur dire que liberté rime pour moi avec nudité, car c'est quand on est nu que l'on est libre. Et puis il y a autour de vous, pendant cette vidéo, des voix. On l'a noté tout à l'heure, vous avez dit c'est votre épouse qui assiste avec passivité à l'échauffourée entre vous et votre fils, entre guillemets, qui estime qu'il n'y a pas de scène de violence, qui assiste de façon placide à la discussion. Est-ce que vous comprenez cette attitude-là? L'attitude de votre épouse qui n'a pas volé à votre secours à ce moment précis? C'est mon épouse, Monsieur Tongué, c'est mon épouse. Et quand on épouse une femme ou un homme, ce n'est pas pour l'abandonner à la première difficulté. Alors, bien évidemment, mon épouse aura à répondre de sa participation ou de sa non-participation. Et je me tiendrai à ses côtés pour que justement le droit, la justice passe, mais dans l'équité. C'est cela effectivement aussi le mariage, c'est-à-dire avoir la capacité et la possibilité d'être aux côtés de l'autre en moment de difficulté. La question que vous posez, ce n'est peut-être pas à moi qu'il faudrait la poser, c'est aux femmes que nous épousons et qui viennent chez nous avec des enfants. Que faisons-nous de ces enfants-là? Cette question-là, vous savez que je l'ai traitée dans un livre intitulé « L'adoption expliquée à mes enfants », paru il y a seulement 6 mois. Prémonitoire, certainement. Alors, la plainte ne vise pas donc votre épouse, la plainte déposée à la police judiciaire? Non. Elle vise simplement les 2 garçons, les 2 jeunes hommes, oui, qui, un, vous attaquait physiquement et l'autre filmait la scène. Oui, effectivement. Il s'agit bien de cela. Alors, les suites de cette affaire, est-ce que vous exprimez de la colère vis-à-vis de certaines personnes, en dehors de celles que vous venez d'indiquer? On ne reviendra pas dessus. Est-ce qu'au-delà de ces acteurs ou ceux qui ont participé à la diffusion de cette vidéo? Je ne suis pas en colère, M. Tongué. Même une saine colère, je ne suis pas. Parce que il n'y a que la lumière pour chasser l'obscurité. L'obscurité ne peut produire que l'obscurité. Il faut autre chose dans ce pays. Il faut une conscience dans notre pays. Et nous venons de découvrir que nous avons un espace public de voyous. Et mon engagement politique est justement de donner autre chose à la jeunesse de notre pays. D'instruire durablement cette jeunesse dans l'espoir. Parce que peut-on espérer en un pays si, quand on ouvre sa fenêtre, on ne voit que la mort? Vous savez, j'ai regardé ces images avec des amis, mes anciens camarades de classe, regroupés au sein d'une association qui s'appelle le 2 Zali Klamouza, et j'ai vu comment tout le monde était gêné. Ça signifie que dans ce pays, il y a encore des gens qui espèrent, et c'est ça notre devoir, d'homme public, de pédagogue. Je suis enseignant, donc je ne peux que donner des conseils, je ne peux que tracer le cap. C'est ce que je voudrais faire aujourd'hui avec vous. Alors, puisque ces images nous sont parvenues par les réseaux sociaux, nous allons emprunter ce canal pour vous répercuter quelques questions qui se
suppose, sur les réseaux sociaux. Vous allez nous pardonner pour cela. Nous avons fait le tri. Nous avons choisi les questions qui sont acceptables du point de vue de la morale et de l'éthique. Il y en a qui se demandent combien de femmes a Vincent Sosthène Fouda. Est-ce que vous êtes polygame ou alors est-ce que vous êtes monogame? Je m'appelle Vincent Sosthène Fouda, prince Manyume Undo. On ne demande pas à un prince combien de femmes il a. Votre chaîne de télévision a couvert les obsèques de ma mère. Donc, comme vous avez emprunté le canal des réseaux sociaux, alors il me semble aussi que vous avez les images des obsèques de ma mère. Alors, je vous invite à diffuser, si vous le voulez bien, une vidéo qui présente justement les belles filles de ma mère, dont je suis l'unique fils. Vous n'avez pas répondu à la question. J'ai répondu à votre question. La réponse ne me semble pas claire. Parce que, justement, c'est ma réponse. Cette question appelle une autre. C'est qu'il y a eu une multitude. Ne bégayez pas, M. Rodrigue Tongue. Je suis gêné avec cette question. Il y a eu une multitude d'histoires autour de cette vidéo. Il y en a qui ont dit sur les réseaux sociaux que vous avez plusieurs épouses, vous avez plusieurs maîtresses, et donc votre épouse était remontée par ce qu'elle a vu au cours des obsèques de votre mère, justement, et donc elle avait appelé ses enfants à renfort pour vous régler votre compte à vous. Monsieur Rodrigue Tongue, vous ne pouvez pas parler au nom de mon épouse et vous ne pouvez pas vous introduire dans mon lit. Je vous donne l'occasion. Non, je ne m'explique pas devant la nation camerounaise de ce qui se passe dans mon lit. Je vous ai dit que officiellement, ma mère a été enterrée en présence de près de 3000 Camerounais. Et donc là, vous avez des images, puisque c'est votre chaîne qui a couvert les obsèques. Donc vous avez là la réponse à la question que vous vous posez. Parce que je voudrais vous amener, je sais que vous êtes un professionnel, mais je ne voudrais pas avoir en face de vous des questions tendancieuses, vicieuses, qui au final alimentent non pas l'information, mais en fait des ragots et rabaissent la conscience de l'homme. Parce que, qu'est-ce qui intéresse les Camerounais? Le nombre de mes épouses, le nombre de mes enfants, ou alors les idées que j'apporte? Qu'est-ce qui intéresse les Camerounais? Savoir que l'on a vu le 24 octobre. Savoir que l'on a vu le professeur Vincent Sosthène Fouda en petite tenue. C'est ça qui intéresse les Camerounais. Non, vos partisans veulent savoir, partisans veulent savoir ce qui s'est passé le 24 octobre pour mieux défendre votre image. Je l'ai déjà dit, je dis que j'ai été agressé à mon domicile, domicile que connaissent ceux qui me fréquentent, les diplomates accrédités dans notre pays, les membres du gouvernement, les membres de l'opposition camerounaise, les étudiants qui viennent me rencontrer, tous connaissent mon domicile. Et donc, à partir de ce moment-là, j'estime que vous, journalistes, vous avez jeté en pâture un être humain. Je ne parle pas d'une personnalité. Si on vous avait jeté en pâture, on ne vous aurait pas invité ici, on ne vous aurait pas donné l'occasion d'expliquer à vos partisans, aux Camerounais, qui sont des potentiels électeurs, à qui vous allez demander le suffrage dans un an peut-être? Non. Et là aussi, c'est une erreur. L'élection présidentielle, puisque vous voulez en parler, c'est la rencontre d'un homme avec son destin, mais la rencontre d'un homme aussi avec son pays, pas avec son peuple, mais avec son pays. C'est chaque Camerounais en conscience qui doit découvrir aujourd'hui que nous avons besoin de changement. Ce n'est pas, je ne vais pas vers les Camerounais pour demander un suffrage, pour demander leur soutien. Non, je m'engage auprès des Camerounais en disant, je pense que nous méritons mieux. Avec tout ce que l'on a vu, les Camerounais ont déjà jugé. Et à partir de là, ils vont voir les programmes. Moi, je ne vais pas vers les Camerounais demander, parce que c'est ça qui crée aussi la corruption dans notre pays, où l'on pense qu'il faut aller acheter les consciences, il faut aller acheter le vote des Camerounais. Ce n'est pas cela la politique, ce n'est pas l'idée que Vincent Sosthène Fouda et le mouvement camerounais pour la social-démocratie se font de la politique et du service public.
du service. Quand je dis service public, c'est servir son prochain. C'est ce qui manque véritablement à notre pays. Et vous avez conscience qu'au-delà du programme, la personnalité du candidat compte. Et on parle de votre personnalité pour sortir définitivement de cette affaire en relayant une dernière question. Alors, comment vous avez réagi, Vincent Sosthène Fouda, quand vous avez vu les premières interprétations sur les réseaux sociaux? On estimait que c'était un couple, que c'était un homme qui avait été pris en flagrant délit d'adultère par son amant, qui était réprimandé. Comment vous avez pris cela? Je connais vos convictions religieuses, je connais un peu votre parcours, je sais où vous avez fait vos humanités. J'imagine que ça a été difficile, ce type d'interprétation. Non. Ça ne m'a pas ébranlé du tout. J'ai reçu une formation de jésuite. C'est tout ce qu'il y a de plus solide. J'ai fait mes études avec de très grands hommes. J'ai pris les cours de Bourdieu. J'ai pris les cours de Paul Ricoeur à la faculté de théologie protestante à Paris. J'ai été préparé. Et surtout, M. Rodrigue Tongué. Je suis un disciple de Jean-Marc Ella. Quelqu'un a-t-il été plus humilié dans ce pays que la dépouille de Jean-Marie Benoît Bala? Quand on a vu ça, quand le 23 avril 1996, j'ai vu la dépouille du père Angèle Bernvin, le premier jésuite camerounais, premier jésuite d'Afrique centrale, humilié, lacéré, traîné dans la boue. Alors moi, ma nudité est une liberté. Par contre, je pardonne et je laisse à la justice le soin de faire son travail. Alors, le regard des autres, le regard de votre entourage, de vos voisins, de vos amis, de vos partisans, de vos amis politiques, de vos amis idéologiques, de vos collègues, est-ce qu'il a changé depuis le 15 novembre? Vous avez l'impression que quelque chose a changé? J'ai reçu beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien. Oui. De la part du clergé, de la part des évêques du Cameroun, de la part de certains responsables politiques qui sont mes collègues, de la part de beaucoup de femmes qui, justement, se posent beaucoup de questions. Parce que, permettez que je sois sociologue, sur 10 Camerounaises qui se marient, 7 y amènent un enfant. 7 sur 10, c'est beaucoup, 70%, y amènent un enfant. Alors, oui, j'ai vu des hommes qui sont venus me rencontrer et qui me demandaient, devons-nous continuer à accueillir les enfants de nos épouses? Vous êtes un homme, Monsieur Rodrigue Tongué. Il n'y a pas très longtemps, on célébrait votre mariage en la basilique Marie-Reine des Apôtres. Ce sont des questions qui se posent. Nous avons ici des femmes qui, chacune, en conscience, se posent ce type de questions. Je pense que c'est même bien que cette vidéo ait été diffusée. Ah bon? Oui. Parce que ça permet de voir tout le travail qu'il y a à faire dans notre pays. Former une conscience, former les jeunes. Ça montre que nous avons du chemin à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Parce que nous sommes dans un processus d'ensauvagement de l'espace public dans notre pays. Et oui, mon travail aujourd'hui est d'inviter les uns et les autres. D'abord, à être humble vis-à-vis d'eux-mêmes. Ensuite, vis-à-vis de l'autre. Parce que mon maître, Emmanuel Lévinas, me disait, Sosthène Fouda, il faut toujours regarder le visage de l'autre. Parce qu'en regardant le visage de l'autre, on évite l'instant de la trahison. Et voilà pourquoi je n'ai jamais donné un coup en dessous de la ceinture.
ça ne me ressemble pas. Et dans mon engagement politique, je voudrais vous dire que je reste debout. Alors vous soupçonnez vos adversaires politiques, vous soupçonnez une machination, un complot des adversaires politiques, si je lis entre les lignes. Je dis que la vidéo a été envoyée à des responsables politiques. Je dis que le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, protecteur de cette chaîne de 1000 collines, dont l'épouse... Non, permettez, monsieur Rodrigue Tongué, permettez. Si c'est une chaîne de télé, c'est notre confrère. Il me semble, monsieur Rodrigue Tongué, que je suis maître des mots que je prononce ici, sur votre plateau. Mais la responsabilité en cascade voudrait bien, responsabilité en cascade veut bien que nous soyons responsables de tout ce qui se dit sur notre antenne. Vous le savez aussi? Non, ça je ne le savais pas. Vous le savez maintenant? Non, parce que je voudrais vous rappeler une chose, c'est que si l'on avait dénoncé la chaîne de 1000 collines, alors on n'aurait pas eu les ossements génocidaires de nos semblables au Rwanda et au Burundi. Alors, je voudrais vous poser cette question. Je voulais éviter toute ambiguïté parce que tout à l'heure, quand je vous posais la question relativement aux soupçons d'homosexualité, j'ai eu l'impression dans la réponse qu'elle n'était pas claire. Je voudrais qu'on soit clair. Est-ce que vous avez pris une position publique? Est-ce que vous prenez aujourd'hui une position publique face à ce phénomène, face à la montée de l'homosexualité? Ça peut venir peut-être d'Occident, mais ça pénètre notre société, qu'on le veut ou pas. Est-ce que vous, homme public, homme politique, candidat à la candidature en 2011, avez une position affichée? Je pensais que tout le monde connaît la position qui est la mienne. Avec la dernière actualité, il y a eu un certain Il n'y a pas. Et je voudrais donc vous amener à être clair. Il n'y a pas de dernière actualité. Je dis, et je le réaffirme en regardant les Camerounais dans les yeux, en leur disant, je n'ai rien contre les déviances sexuelles, si tel en est le cas. Ce n'est pas à moi de le faire. Par contre, je pense que dans notre pays, il faut dépénaliser l'homosexualité. Pourquoi? Parce qu'il y a deux phénomènes. Il y a ce que l'on appelle l'homosexualité, une infime minorité dans notre pays, je parle des études faites par moi. Et il y a des pratiques de soumission sexuelle pour la promotion de l'élite dans notre pays. Et où se trouve la ligne de démarcation entre les deux? La ligne de démarcation est la suivante. Nous avons ceux qui sont accusés d'homosexualité dans notre pays. Moi, je ne joue pas avec les mots. Qu'est-ce que c'est que l'homosexualité? L'homosexualité, c'est avoir une préférence sexuelle pour un partenaire de même sexe que vous. Ceux qui sont accusés d'homosexualité dans notre pays sont mariés, ont des enfants, ont une femme à la maison. Ou alors, celles qui sont lesbiennes, elles sont mariées, et puis on dit qu'elles entretiennent des relations extra-conjugales ailleurs. Pourquoi? Je voudrais vous rappeler une histoire qui s'est produite vraie dans ce pays, d'un responsable de la République qui a été retrouvé mort dans un hôtel, enterré précipitamment. Et on a expliqué que ce responsable de la République soumettait sexuellement les jeunes qui allaient demander un emploi. Devrais-je vous rappeler qu'il y a eu défenestration dans ce pays à l'hôtel Hilton? J'ai été parmi les tout premiers Camerounais à dénoncer ces phénomènes. Nous vivons dans une société où, en pleine mutation, où l'on doit se poser des questions sur ce que j'appelle en sociologie la normosexualité. Qu'est-ce que c'est que la normosexualité aujourd'hui? Quelle est la sexualité normale dans notre pays? C'est à nous, parents, d'éduquer nos enfants. J'en ai. Et la nation me confie aussi des enfants à éduquer, comme enseignant, comme éducateur. Beaucoup de jeunes m'ont posé des questions dans le dernier ouvrage paru, L'adoption expliquée à mes enfants. Ils m'ont demandé, qu'est-ce que c'est que l'homosexualité?
Je leur ai apporté des réponses. Elles sont claires, nettes et précises. Vincent Sostène Fouda dit que le Cameroun a vocation à dépénaliser l'homosexualité, de manière à ce que ceux qui font ce choix, et là, vous avez ma réponse, ceux-là doivent être exclus de la formation de la famille telle que nous l'entendons et telle que nous le comprenons. La vie n'est possible que entre ou dans la liaison entre un mâle et une femelle. Si nous la ne dépénalisons, notamment. oui, si nous ne dépénalisons pas les pratiques homosexuelles dans notre pays, je vais vous dire, c'est ce qui s'est passé en Europe. On a eu des conceptions à la seringue, où des femmes ou des hommes allaient recueillir de la matière fécondante pour être élégant dans ma réponse, et partaient de Belgique pour la France, de la France à Hollande, en transportant cette semence avec la formation de l'Union européenne. Alors que nous, si le législateur dit nous dépénalisons, alors, si vous et moi, nous décidons de vivre en couple, le maire sait que nous n'avons pas vocation à nous reproduire. Vous voyez? Et nous ne soumettrons pas nos enfants au lourd héritage, parce que le législateur camerounais, c'est un gros menteur. Vous savez le nombre d'enfants qui sortent de ce pays tous les jours, adoptés par des couples homosexuels, qui viennent d'Occident? Je peux vous donner les chiffres. Je peux vous les donner. Sur 100 adoptions réalisées au Cameroun, 73 sont réalisées par des couples homosexuels. Je signale que la source autorisée, c'est le ministère des Affaires sociales. La source autorisée pour donner cette information. Ce n'est pas la source autorisée. Si. Parce que, non. Si. Malheureusement, non. Parce que là aussi, ça montre que vous avez des limites, pardonnez-moi, sur le processus d'adoption. Pour adopter un enfant, ce n'est pas le Cameroun qui décide. Vous faites vos démarches dans votre pays d'origine ou de résidence. Et vous venez ici avec un certificat d'aptitude à adopter. Et c'est celui que vous présentez. Donc, on ne vous demande pas si vous êtes un couple homosexuel ou quoi que ce soit. Et c'est quand vous repartez de ce pays que l'on constate dans votre pays de résidence. Vous transitez forcément par le ministère des Affaires sociales ou par les services sociaux. Non, ce que je dis, non, ce que je dis, non, Monsieur Rodrigue Tongué, ne jouons pas avec les mots. Vous avez pris suffisamment, vous avez pris suffisamment de temps. Je veux dire que pour ce type de statistiques, pour ces statistiques aussi graves. Non, les statistiques ne peuvent pas être faites au Cameroun. Les statistiques, c'est à l'extérieur, parce que c'est là-bas que ces enfants résident. Et je vous invite d'ailleurs à aller, même sur Internet, vous allez sur le site du ministère des Affaires sociales d'un pays comme la France, vous interrogez le nombre d'adoptions de couples homosexuels. Vous verrez combien de fois il a explosé. Et là, vous aurez les pays d'adoption. C'est aussi simple que ça. En tout cas, vous avez clarifié votre position sur la question de l'homosexualité. Nous allons revenir au fil rouge et questionner votre avenir politique avec cette tâche. C'est un commentaire qui est le mien. Vous l'apprécierez comme vous voulez, vous l'appréhenderez comme vous voulez. Il y a cette tâche-là. Comment espérez-vous pouvoir rebondir en politique, soigner votre image de sorte de pouvoir demander aux Camerounais l'année prochaine de voter pour vous. Vous venez de le dire, vous êtes pour la dépénalisation de l'homosexualité. On sait que les Camerounais ont pour la majorité en horreur cette chose-là, pour reprendre le président de la République. Comment, avec cet enchaînement d'événements, vous comptez pouvoir polir votre image et demander le suffrage des Camerounais? Je n'ai pas besoin de polir mon image. Vous parlez de tâche. Laquelle? La tâche originelle. Celle qui aujourd'hui, on n'en parle plus, même dans les Saintes Écritures. Non, il n'y a pas de tâche. Cependant, le Cameroun est entaché. Ce n'est pas Vincent Sostène Fouda, c'est le Cameroun. Ce sont les Camerounais. Eux, c'est vos confrères. C'est cette chaîne de télévision, protégée par un ministre de la République, dont l'épouse est l'avocate générale et qui ne respecte jamais les décisions
Permettez, M. Rodrigue On ne va pas Tongué. faire comme elle, on ne va pas s'acharner contre elle. Je ne m'acharne contre personne. Voilà. Je dis que quand on arrête M. Paul Laya Abiné, un samedi, on viole la loi. Parce que l'on veut récupérer le poste d'avocat général pour le confier à l'épouse de son ami. Ça, ce sont des faits. Quand on plonge, monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, dans l'eau à 2 h du matin, pour qu'à 6 h, l'on nous dise que l'on a retrouvé le corps d'un évêque assassiné, alors que tout le monde sait qu'il a été tué par strangulation, c'est ça, la violation de l'interdit. Donc, ce qui arrive à Vincent Sostène Fouda n'est que la suite logique. Et je vais reprendre, comme vous avez cité quelqu'un, moi je vais citer Akonga, Monseigneur Joseph Akonga Essomba, qui dit, peuple camerounais, le prince de ce monde veut notre fin, mais l'agneau de l'Apocalypse en sortira vainqueur. Et je suis cet agneau-là. Nous allons sortir de la polémique pour revenir au discours, à l'homélie de Monseigneur Akonga. Mais il y a cette question qui reste en suspens. La suite de votre carrière politique. Je ne suis pas venu ici pour annoncer ma candidature à l'élection présidentielle. Il y a un temps. Il y a d'autres élections prévues en 2018. Je vous dis, les sénatoriales, les je municipales, vous dis que je ne suis pas venu pour annoncer ma candidature. Le mouvement camerounais pour la social-démocratie a son règlement intérieur. Il agira comme cela se doit et en temps opportun. Je suis venu pour essayer de m'adresser aux Camerounais parce que je pense que notre pays traverse une période de crise institutionnelle, politique et sociale. Le temps de la politique viendra, comme disait le président Chirac. Vous illustrez ce constat par quoi, avec quoi? Vous constatez qu'il y a une crise institutionnelle, une crise politique, vous illustrez avec quoi? 2 champs de guerre. L'extrême nord, avec Boko Haram. Vous savez ce qui se passe dans la partie anglophone de notre pays. Vous savez l'Assemblée nationale qui prend feu. Ce soir, c'est le chef-d'œuvre architectural du prince Dika Akua qui a pris feu. Alors, nous avons des propositions. Est-ce que nous devons continuer à envoyer les soldats camerounais mourir dans la lutte contre Boko Haram, ou alors nous devons réorganiser notre armée afin de mieux la redéployer pour protéger les frontières de notre pays? Devons-nous continuer à opposer les Camerounais les uns aux autres, les anglophones face aux francophones, ou alors nous devons appeler à une large concertation avec l'ensemble des Camerounais pour pouvoir trouver une solution aux problèmes qui s'opposent à nous, Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, francophone comme anglophone. C'est ça ce que propose le mouvement camerounais pour la social-démocratie. Nous sommes de ceux qui ont demandé au président Biya, parce que c'est le seul qui a la légitimité électorale dans notre pays d'élargir les 113 Camerounais qui avaient été embastillés. Et je regrette aujourd'hui que 20 manquent à l'appel. C'est nous qui avons demandé au président de la République d'instaurer un dialogue avec toutes les composantes de notre pays. Parce qu'un État ne se retire jamais de la table de négociation. Un État, c'est comme un père. Il ne se retire pas. Quand vous avez un conflit avec votre fils, vous voyez le lien que je fais. Vous ne vous retirez pas. Vous restez là. Et c'est pour cela que les assaillants, dans ma chambre, c'est eux qui partent, c'est moi qui reste. Quand vous avez des difficultés dans un pays, c'est à vous, comme chef d'État, de réunir autour de vous les hommes et les femmes et de leur dire « Nous devons trouver une solution aux problèmes qui s'opposent à notre pays. » Le problème, c'est lequel? Les jeunes n'ont pas de travail, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux. La conception même que nous avons de l'État, M. Rodrigue Tongué, vous savez que je suis l'un des hommes politiques, l'un des rares hommes politiques camerounais, à parcourir le Cameroun. Souvenez-vous, l'extrême nord était en feu.
j'étais là, sur le front, dans l'extrême nord, sur le pont vert. Je suis le seul à y avoir foulé ce pont avec femmes et enfants. Mon fils avait 3 ans à l'époque. Nous sommes allés déposer une gerbe de fleurs pour dire l'état de droit ne reculera pas. C'est ce qu'on attend des hommes politiques. Vous savez l'admiration que j'ai pour Laurent Gbagbo. Vous le savez. Vous savez que j'ai écrit un livre sur son parcours politique à partir des notes qu'il m'avait données lui-même. Et je me souviens d'un entretien que j'ai eu avec Laurent Gbagbo à 6 jours de sa chute. Je lui avais demandé de se réfugier à la cathédrale de Yamoussoukro. Parce que la cathédrale de Yamoussoukro est une extension du Vatican, du Saint-Siège. Et pour moi, on ne pouvait pas bombarder la cathédrale de Yamoussoukro. Il m'a dit, Sostène, c'est ici, le palais du président de la République. C'est là qu'est ma résidence. Tout comme j'ai dit aux Camerounais, à ceux qui emploient des méthodes voyous, je leur dis, je ne partirai pas. Je suis dans mon pays, je me battrai aux côtés des Camerounais pour l'avènement d'une autre société. Une société juste, égalitaire, une société surtout du bien-être social. Vous savez, comme vous voulez entrer dans ma vie privée, des enfants, j'en ai fait 5 et j'en ai adopté 7. Parcourez 7, j'en ai adopté 7. Ça en fait 12. Ça en fait 12 et je m'en occupe. Ils sont tous, pour la plupart, à Houston, aux États-Unis. Et mon épouse, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, Pascal, Nicole, Emilienne, Aubry de l'Or, s'en occupe. Vous l'avez vu aux obsèques de ma mère, entourée de tous ses enfants. C'est cela, l'humanité. C'est comme ça que je vois notre pays. Et ceux de vos enfants qui sont gardés à la PJ, est-ce qu'il y a des possibilités, est-ce qu'il y a une chance que vous leur pardonniez leur acte odieux? J'ai pardonné. Vous pouvez retirer votre plainte? C'est envisageable? J'ai dit que j'ai pardonné. Ça reste bien philosophique. Non, peut-être je suis philosophe. Je ne peux pas me séparer d'une partie de moi. Non, et vous devrez recouvrer la liberté sous peu. J'ai pardonné. Alors, Sostène Fouda, on a vu au détour de du communiqué que vous avez produit, que vous avez diffusé, vous avez fait diffuser le 15 novembre, après ces événements-là, qu'il y a eu passage de grade, vous avez signé professeur Vincent Sostène Fouda. On revient là sur votre parcours. Je parle au prétexte de cette question, revisiter votre parcours. Vous êtes passé de docteur à professeur, félicitations d'abord. Alors, vous êtes fixé où en ce moment? Vous êtes fixé dans quelle université du monde? Je vous ai connu à l'époque, à la veille de 2011, vous étiez fixé au Canada, vous enseignez au Canada. À ce moment, vous êtes où? À Houston, à l'université de Houston. C'est dans le top 10 des universités. Et vous dispensez quel cours? Introduction à la sociologie. Et je dispense à la faculté de médecine une autre discipline qui traite des maladies dégénératives, dont le Parkinson et l'Alzheimer, dans un laboratoire où nous essayons de concevoir les logements de demain, parce que nous avons découvert que de plus en plus, le Parkinson et l'Alzheimer attaquent dans la quarantaine. Il y a une quinzaine d'années, ces deux maladies neurodégénératives attaquaient du moins à partir de 60 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait des hommes et des femmes qui, au moment de fonder une famille, découvrent qu'ils ont le Parkinson ou l'Alzheimer? Que faut-il faire d'eux? Faut-il les séparer ou alors concevoir un logement
dans lequel ils peuvent être avec femmes et enfants et continuer à vivre. C'est le travail que je fais. Donc vous estimez que vous gagnez bien votre vie en enseignant? C'est tout à fait normal. Depuis 2000, je produis aussi un livre par an. Donc quand vous comptez de 2000 à 2017, ça fait combien de livres? 2000 à 2017, 17 livres? 17 livres, avec l'accord des pairs, c'est-à-dire des livres dans des collections. Alors, donc, ce sont de simples ragots, ces nouvelles qui nous parviennent des chaumières, des réseaux sociaux, et même, je le disais tout à l'heure, qui nous parviennent parfois des lambris dorés, de ceux qui sont assis sous les lambris dorés, qui estiment Monsieur Rodrigue Tongué, oui. Monsieur Rodrigue Tongué, je ne suis pas là pour les ragots. Je suis là pour répondre aux questions qui intéressent les Camerounais. Et je souhaite mettre un terme à ce type de questions. Mais je suis là, non, trajectoire. je vous dis que je suis là pour parler de ce qui intéresse les Camerounais. Si vous continuez à poser des questions qui n'intéressent pas les Camerounais, je me lève et je m'en vais me balader et je reviendrai quand vous aurez de vraies questions. Alors, vous allez rester assis, vous allez certainement répondre à mes questions. Il y a cette dernière qui concerne votre parcours, mais je ne répondrai pas, non. Je vous donne l'occasion. Je vous dis non, Monsieur Rodrigue Tongué. Monsieur Rodrigue Tongué, je vous dis que je suis là pour parler aux Camerounais des sujets qui intéressent le Cameroun, qui intéressent le peuple camerounais. Si vous voulez continuer à faire des ragots, j'étais déjà venu à cette émission avec ce type de questions, je vous dis, je me retire. Oui. Voilà. Et donc, nous sommes là pour parler du Cameroun. Le Cameroun, aujourd'hui, connaît une multitude de problèmes. Nous ne sommes pas là pour des histoires de femmes, de chats écrasés, et ainsi de suite. Je vous dis, le plus important, c'est quoi dans votre métier de journaliste, que j'ai longtemps exercé et enseigné? C'est de poser des questions qui sont intelligentes, qui peuvent permettre aux Camerounais d'avancer, de s'inscrire dans l'espoir. Je ne veux pas parler d'espérance, parce que l'espérance relève de la foi. Mais alors, recommencez. Pourquoi voulez-vous que je réponde aux questions auxquelles j'avais déjà répondu il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, alors que vous avez un site internet dans lequel vous pouvez retrouver les mêmes réponses, les mêmes vidéos? Ça veut dire que vous n'avez pas préparé votre émission? Non, ça veut dire que vous n'avez pas d'autres questions? Ça veut dire que vous empruntez des questions chez vos collègues pour revenir avec les mêmes questions et vous voulez déplacer l'homme que je suis, le responsable que je suis, pour vous parler des sujets d'il y a 2 ans, il y a 3 ans? Ça veut simplement dire qu'on a de ça veut dire que vous n'arrivez pas. Ça veut dire tout simplement qu'on a de nouveaux téléspectateurs qui n'ont pas regardé ces émissions. Parce que ce n'est pas d'ailleurs vrai. Si vous regardez vous-même vos émissions, ne vous regardez pas avec beaucoup d'intérêt. Si vous regardez et si vous lisez, c'est le moment de zapper l'actualité. C'est le moment de zapper l'actualité. Le temps imparti pour cette tranche est écoulé. Il y a la plus récente et peut-être qui est intéressante à votre goût, celle de la chute du président du Zimbabwe. Nous l'avons vu au journal tout à l'heure, on nous indiquait qu'il a fait une déclaration à la nation zimbabwéenne, indiquant qu'il se retire. Comment vous avez accueilli cela? On l'a vécu ensemble, nous avons regardé le sujet ensemble à la télévision. Je prends tout cela avec des pincettes. D'abord parce que les images orangées ont cette faculté de créer de la nostalgie. Même quand ces images nous renvoient l'image de la Gestapo, voire de la guillotine. Pour mieux me faire comprendre, quand vous regardez les images jaunies, c'est-à-dire des très vieilles photos, même d'Adolf Hitler, ça vous replonge 10, 15, voire 30 ans. Ça vous renvoie aux images de votre propre père. Et c'est un peu l'image qu'a Robert Mugabe. Il est celui qui a gagné la guerre contre les Boers. Et la jeunesse... Avec quelques compagnons. Oui, c'est pour cela... Il n'était pas tout seul. Oui, mais c'était lui qui était à la tête. C'est pour cela que les jeunes d'aujourd'hui le regardent avec beaucoup de nostalgie.
ils se disent, c'est lui qui a libéré ce pays. Et les anciens combattants disent exactement la même chose. Hier ou avant-hier, ils manifestaient dans la rue pour qu'il soit libéré. Mais Robert Mugabe a plus de 90 ans. À un moment donné, il faut savoir se retirer, mais avec les honneurs. C'est pour cela que je ne parlerai pas de chute de Robert Mugabe. Si son adresse à la nation ce soir est de se retirer, je lève mon chapeau. Alors vous dites qu'à un moment... Permettez que je vous raconte une histoire. Robert Mugabe, oui, Robert Mugabe, je l'ai connu par personne interposée. C'est un ancien séminariste, c'est un ancien des maristes, des maristes du Canada. Et chaque année, il continue à entretenir avec les frères maristes une très longue correspondance. Et il m'a été donné de lire. Je connais la profondeur de la pensée de ce monsieur. Il a beaucoup donné à l'Afrique. Et si le moment est venu de se retirer, nous devons applaudir. Parce que c'est bon que nos chefs d'État sachent se retirer sans être humiliés, sans parler de chute. Mot que vous avez utilisé tout à l'heure. Il faut qu'ils sachent se retirer et qu'ils aient la protection et la reconnaissance de la nation. Et vous parlez de tous les chefs d'État africains sans exclusif. Je parle de tous les chefs d'État africains. Il faut savoir se retirer. Oui. Il y a cette dernière actualité, l'esclavage en Libye. Vous trouvez cela vraisemblable? C'est vrai qu'on a vu des images, ces excellents sujets tournés par notre consoeur de CNN d'origine soudanaise. Comment vous avez accueilli ces nouvelles-là? Qu'à notre fenêtre se nouait une histoire d'esclavage au XXIe siècle? Non, ça arrive trop tard. Dans nos familles, nous avons des enfants qui ont tenté de traverser. Moi, j'ai 2 neveux et un cousin qui ont voulu gagner l'Europe en passant par la Libye. Ils m'ont relaté ce qu'ils ont vu là-bas. Il y a des Camerounais qui m'ont contacté et vous savez que j'ai pris position. Je suis allé au Maroc à l'invitation du Parti socialiste marocain. Ensuite, j'ai écrit au chef d'État camerounais, le président Biya, qui a initié un rapatriement de Camerounais à partir du Maroc. Et ce sont les Camerounais qui sont au Maroc qui ont disparu, alors que la démarche était suffisamment avancée pour ramener nos compatriotes ici au Cameroun. Ça, c'est ce que j'ai fait avec le président de la République pour ramener nos compatriotes ici au Cameroun. Ça amène une réflexion. Les familles cotisent de l'argent et envoient au casse-pipe leur progéniture. Pourquoi? Pourquoi nous ne pensons pas que nous pouvons nous réaliser ici au Cameroun? Parce que, malheureusement, Wall Street se développe et Main Street est appelé à disparaître. Il y a une minorité qui s'est accaparée de toute la fortune de notre pays. Et les mains qui travaillent deviennent chétives, se meurent, n'ont rien à manger, même pas un grain de riz. Nous devons nous poser la question de savoir pourquoi devant les chancelleries occidentales, tous les matins, 5 jours sur 7, il y a autant de rangs. La chute du colonel Muammar Kadhafi a été une catastrophe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Emmanuel Pondi qui le dit. Et il a parfaitement raison. Muammar Kadhafi était une barrière qui filtrait ces tentatives d'exode et d'immigration illégale. Malheureusement, l'on a détruit un pays et l'on a laissé les populations dans un vaste désert où, comme disait Jean-Marc Hella, tout le monde étant à la quête d'un grain de riz,
On veut aller voir dans la table, sur la table des plus nantis. Et les plus nantis, ce n'est pas en Afrique, parce que les plus nantis ici au Cameroun, ils ont construit des clôtures qu'il est difficile que l'œil passe à travers. Les clôtures sont tellement hautes qu'on ne voit même pas la toiture de ces maisons. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le philosophe Fabien Ebousi-Boulaga. Donc par conséquent, qu'est-ce qui nous reste? C'est de nous inscrire dans l'espoir. Et l'espoir est toujours devant. On marche, on marche, on marche jusqu'au point où l'on tombe et l'on meurt. Et quand on vous attrape, on vous vend comme un esclave en Libye. Vous savez très bien que la traite transatlantique a commencé avec les Arabes. Donc ça ne me surprend pas. Alors, Vincent Sosen Fouda, on aura l'occasion certainement, dans un autre cadre, peut-être sur un autre plateau, toujours sur cette antenne, de revenir avec vous sur cette actualité-là. Nous avions 60 minutes pour cet entretien. Les 60 minutes se sont écoulées, mais on ne va pas vous laisser repartir sans un propos de fin. Je voudrais simplement dire aux Camerounais ce que j'ai dit à l'entame de cette émission. Je ne suis pas venu comme le soldat Ryan qu'il faut absolument sauver. Je suis venu avec beaucoup d'humilité. C'est ce que conseille Nelson Mandela. M'adresser aux Camerounais, lever l'équivoque et poser des questions. Et comme c'est ma dernière prise de parole, je vais poser ces questions-là. Comment dans un pays comme le nôtre, l'on peut présenter la nudité d'un père de famille par des images qui ont été volées dans sa chambre, dans une chaîne de télévision dirigée par l'époux de l'avocat général de notre pays, protégé par le ministre d'État en charge de la justice. Comment dans notre pays l'on peut embastiller Patrick Sapak, David Eboutou, par le PDG d'une chaîne de télévision dont l'épouse est l'avocate générale de la Cour suprême, protégée par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Enfin, comment dans notre pays l'on peut embastiller un avocat général, M. Polaya Abiné, pendant 8 mois, et que l'on fait un procès à M. Rémi Nama, conseiller à la présidence de la République, dans une chaîne de télévision dirigée par l'époux de l'avocat général de la Cour suprême, la plus haute institution judiciaire de notre pays, et protégée par le ministre d'État, garde des Sceaux, non moins ministre de la Justice. J'invite la conscience camerounaise à y réfléchir. Quant à moi, je me sens libre, libre de mourir nu, libre d'abandonner, libre de continuer le combat. Et j'ai choisi de me tenir auprès de mes compatriotes pour ce combat. Et comme je l'ai dit, oui, l'agneau de l'Apocalypse en sortira vainqueur. Alors, je ne vais pas répondre à votre question, mais je vais simplement indiquer à l'adresse de nos téléspectateurs que vous êtes habitués de plateaux de toutes les télévisions camerounaises, de toutes les radios camerounaises sans exclusive, y compris celle que vous venez de citer. Merci, Vincent Sosen Fouda, d'avoir accepté notre invitation. Nous savons que nous vous avons invité dans une période que nous avons jugée nous-mêmes difficile. Heureusement, nous avons rencontré un homme debout, un homme toujours aussi fier de lui et droit dans ses bottes. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté de discuter avec nous pendant 1 heure d'horloge. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, retrouvons-nous très prochainement dans un autre cadre, peut-être dans un autre décor pour des émissions habituelles, loin des émissions confession, loin des émissions vérité, pour d'autres émissions classiques de Canal 2. À très bientôt. Bonsoir.